Ouais, qui est fait. Donc, juste avant de passer à l'atelier, je me présente. Je suis Philippe Pereira, je suis le délégué national de Cotravo et je suis accompagné ce matin par Léon Claire et Véronique Buisson de Cotravo également, dont je les remercie, qui sont à la technique et qui également répondront à vos questions sur le chat si vous en avez. Alors, aujourd'hui, donc, nous sommes sur le quatrième et dernière session de cette semaine à destination des professionnels de jeunesse que le réseau Cotravo organise avec ses membres, ses associations membres, ainsi que la plateforme France Volontaire. Donc, vous avez les replays disponibles déjà sur notre site et sur les réseaux sociaux des 3 premières sessions qui se sont déroulées. Et vous aurez le replay dans la journée. On vous l'enverra par mail et ils seront disponibles également si vous souhaitez diffuser à vos partenaires ou à votre réseau. Donc, cet atelier concerne comment mettre en place des projets. Donc, l'idée d'aujourd'hui, c'est de voir comment notre réseau accompagne et met en place des projets autour des chantiers de bénévoles, autour des engagements volontaires, que ce soit en France ou à l'international, avec des acteurs très différents, comme des collectivités, des structures socio-éducatives, des structures d'insertion, mais aussi des écoles et bien d'autres. Donc, nous aurons les présentations, excusez-moi, j'admets encore des gens en salle d'attente. Donc, nous aurons les présentations de André Romani de la Corac, qui est trésorier de la Corac et aussi de Neige et Merveille. La Corac, c'est le Cotravo Provence-Alpes-Côte d'Azur. Nous aurons également des présentations de l'Union Rempart avec Marine Muller et Olivier. Nous aurons également des présentations de Concordia avec Mélanie et Laetitia. Et enfin, nous aurons une présentation pour finir de France Volontaire avec Sylvie. Voilà, donc je vais laisser la main dès à présent à André pour la Corac et je vous souhaite donc une belle session. Oui, ben bonjour à tous d'abord. Pour me présenter, André Romani, j'ai une longue vie professionnelle consacrée au chantier de jeunes bénévoles. D'abord au Compagnon Bâtisseur Provence, puis après au chantier de jeunes Provence-Côte d'Azur à Cannes, spécialiste des chantiers adolescents et des engagements, on va dire, bénévoles avec l'association Neige et Merveille, qui est d'ailleurs une association fondatrice de Cotravo, où je suis trésorier, et aussi avec la Corac PACA, qui est, on va dire, la délégation Cotravo en Provence-Alpes-Côte d'Azur, et dont l'objectif essentiel, c'est d'aider des associations à monter des projets et qui aussi, c'est pas le moindre importance, l'interlocuteur, on va dire, des partenaires financiers que sont la Jeunesse et Sport, la région, les départements et les autres financeurs potentiels de projets de chantier de jeunes. Donc, l'objectif de mon intervention, c'est de vous présenter comment on peut monter un projet de chantier de jeunes face à un interlocuteur, que ce soit une collectivité territoriale, une association, qui a une idée de projet. Donc, souvent, un projet de chantier de bénévole, on va dire, l'idée essentielle de la personne qui vous contacte ou qui a eu connaissance, on va dire, du rôle de la Corac, c'est de réaliser des travaux avec un groupe de jeunes. Ce qu'il faut mettre pour moi le discours essentiel à tenir devant l'interlocuteur, c'est de dire qu'un chantier, c'est bien un projet global et c'est pas simplement des travaux à réaliser. Et c'est mettre sur pied d'égalité la réalisation technique, le chantier, l'accueil d'un groupe de jeunes et un réel projet d'animation. C'est vraiment un projet global. Il faut, entre guillemets, pas uniquement se centrer sur la réalisation technique et les travaux à réaliser. Ce qui est important,
c'est effectivement de voir les conditions et les possibilités d'accueil des jeunes et les conditions d'accueil. C'est à la fois l'hébergement, comment les jeunes vont être hébergés, est-ce que c'est en camping, est-ce qu'il y a un gîte qui peut les accueillir, comment va se passer l'accueil et comment il va être intégré, on va dire, dans un projet, on va dire, d'accueil territorial, comment la population va participer à cet accueil pour que, on va dire, le projet de chantier soit une réussite. Des jeunes qui viennent travailler, c'est pas simplement, on va dire, pour réaliser quelque chose, même si ça fait partie de leur motivation, mais c'est aussi pour découvrir une région, des habitants, des traditions, voir, puisque les chantiers sont internationaux, apprendre une langue. On est bien dans, on va dire, un projet d'animation globale dont le chantier est une petite partie. Donc, c'est amener petit à petit l'interlocuteur à prendre conscience que les travaux, c'est une chose, et l'accueil d'une dizaine ou d'une quinzaine de jeunes, ça se prépare, ça s'improvise pas, et ça rentre dans un projet, on va dire, de partenariat entre la commune ou l'association qui veut accueillir et l'association réalisatrice de chantier. Ce qu'on peut dire de plus, c'est que il va falloir organiser, on va dire, la vie de groupe, on va dire la vie collective. Il faut que, en principe, sur les chantiers, à moins que ce soit un centre d'accueil ou d'hébergement, prendre en compte, on va dire, l'aspect de réalisation des repas. Souvent, c'est dans le groupe une ou deux personnes qui vont préparer les différents repas de la journée pour l'ensemble du groupe, pendant que les autres sont sur le temps de chantier. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une cuisine qui permette cela, avec des spécificités, c'est qu'on est bien tenu de respecter les normes d'hygiène, notamment quand c'est des chantiers adolescents. Il faut, on va dire, respecter les normes HACCP pour, et ça veut dire qu'il faut, entre guillemets, une cuisine quasiment aux normes des collectivités. Deuxième chose importante, c'est d'emblée présenter aussi, se renseigner et voir sur les possibilités, on va dire, d'animation locale. Est-ce qu'il y a, on va dire, des fêtes ou des événements qui se passent, on va dire, sur la commune ou sur le territoire, et dans quelle mesure on peut intégrer les participants au chantier de jeunes pour que le projet d'animation soit le plus pertinent possible. Donc, il y a d'une part des visites sur, on va dire, des sites culturels, mais il y a aussi la participation à des animations locales, et le groupe de jeunes aussi doit être en mesure de s'auto-organiser pour, on va dire, des veillées, des animations, on va dire, des temps de loisirs. C'est en principe sur un chantier, c'est 5 à 6 heures de travail quotidien, mais il y a toujours, on va dire, des journées de repos qui sont favorables pour soit des visites, soit des activités sportives ou de plein air. Et il y a
on va dire, des temps de détente qui sont à prendre en compte sur ce projet d'animation. Pour moi, face à un interlocuteur d'une collectivité, c'est vérifier que ce projet global peut être pris en compte et que l'accueil des jeunes en sera le plus pertinent possible. Je pense même que les travaux, c'est la dernière chose à discuter. Donc, quand on arrive à vérifier que les conditions d'accueil sont bonnes, effectivement, on peut se dire que là, le cadre est favorable pour mettre en place un projet de chantier de jeunes. En ce qui concerne les travaux, je pense qu'il faut voir ça comme un réel partenariat. Si c'est une commune, est-ce qu'il y a un adjoint aux travaux qui peut être là pour définir précisément les objectifs techniques du chantier? Ou est-ce qu'il y a, on va dire, un partenaire, un architecte qui travaille habituellement avec l'association ou la commune, qui peut s'investir sur la partie technique du chantier de jeunes? La difficulté, c'est de faire définir précisément les travaux qui sont présentés, et c'est essentiellement définir des objectifs qui soient réalisables par les jeunes. Et c'est jamais évident, même avec l'expérience, de savoir quelle quantité de travaux peuvent être réalisés par les jeunes, parce que d'un groupe à l'autre, ben, ça peut énormément varier. Et donc, oh, ce bébé, il y a un bébé, ça c'est notre bébé à nous. Je pense qu'il faut rester modeste, parce que ce qui compte, c'est que l'objectif soit réalisé et qui permette effectivement de valoriser les jeunes. Et il vaut mieux minimiser la réalisation pour être sûr qu'elle soit finie au terme du chantier, pour que, on va dire, le chantier soit une réussite. Je pense que c'est la meilleure approche qu'on peut avoir avec un bailleur d'ouvrage, quelqu'un qui donne du chantier. Et il vaut mieux découper le chantier en plusieurs tranches et que chaque tranche soit réalisée, quitte à ce qu'on atteigne l'objectif avant la fin du chantier. Et du coup, on peut effectivement réaliser quelques travaux supplémentaires. L'objectif du chantier, c'est aussi apprendre des gestes techniques, découvrir des métiers. Et moi, j'attache une grande importance à la qualité de l'encadrement technique. Souvent, ben, ça va être quelqu'un du métier, un artisan, et qui est souvent un très bon technicien, mais pas forcément un bon pédagogue. Et ben, l'idée, c'est aussi de former l'encadrement technique pour qu'il apprenne à faire et qu'il ne fasse pas tout lui-même, avec les jeunes autour de lui qui l'aident ou qui le regardent réaliser. Il faut que les jeunes puissent apprendre les gestes et ressortent avec, on va dire, quelques compétences techniques et, entre guillemets, soient fiers de leur propre réalisation. Sur la plupart des chantiers que j'ai pu réaliser, souvent le groupe de jeunes va signer sa réalisation. Ils font une dalle, ils vont inscrire, on va dire, leur nom sur la dalle. Ils sont, entre guillemets, fiers de ce qu'ils ont fait. Et souvent, c'est la première fois qu'ils réalisent quelque chose de concret, qui se voit et qui va rester dans le temps. Et ça pour moi, c'est
un élément important est la valorisation des jeunes. Et effectivement, c'est souvent intéressant d'organiser une réception de fin de travaux où on va inviter la population, les élus, autour d'un verre pour montrer concrètement ce qui a été réalisé par les jeunes. Donc, le chantier, c'est pas simplement, on va dire, un mur à remonter ou des travaux à réaliser. C'est bien quelque chose de global qui, on va dire, marque les choses de manière concrète, visible et qui souvent les jeunes qui participent ont plaisir à revenir, soit reparticiper à un chantier l'année suivante, soit voir leur réalisation quelques années après. Donc, pour moi, c'est les éléments essentiels avec, pour reprendre ce que je disais, mettre sur pied d'égalité les réalisations techniques, le chantier, l'accueil des jeunes, et un réel projet d'animation qui, si les trois sont réunis, c'est la clé de réussite d'un chantier de jeunes. Voilà, je pense que j'ai présenté globalement les choses et je suis prêt à répondre, on va dire, à des questions si vous en avez. André, souhaites-tu qu'on diffuse la vidéo quand même du maire de Tanon? Alors oui, on va diffuser, effectivement, c'est intéressant de voir la perception d'un élu sur les chantiers de jeunes, sur un chantier qui dure depuis 5-6 ans sur la restauration d'un moulin dans les Alpes-Maritimes à Tanneron. Alors ça arrive tout de suite. Avec donc la vidéo du maire de Tanneron. Je suis Michel Félix, maire de Tanneron. Je suis élu depuis 2019 et j'étais à l'ancienne mandature depuis 1995. Ma commune se situe à l'est du département, frontalier avec les Alpes-Maritimes, située juste au-dessus du Nice, Cannes et Mandelieu. Nous sommes dans le Var. Elle comporte une superficie de 7000 hectares environ et nous sommes en milieu rural. Alors le chantier de jeunes qu'on a mis en place dans les années 1995-2000, c'est un chantier qui a été décidé par l'ancienne municipalité, où à l'époque j'étais déjà conseiller municipal puis adjoint. C'est un chantier qui a déjà donc plus de 20 ans et c'est la remodélisation d'un ancien moulin situé sur les rives de la Siagne. On a décidé de faire ce chantier pour réhabiliter le moulin dans le gros œuvre, surtout pour le mettre hors d'eau et hors terre. C'est un vieux bâtiment qui était un moulin à farine à l'époque et on a pris la décision de prendre une association de jeunes pour remettre ce site en état. Pour moi, ces chantiers de jeunes permettent certaines valeurs, dont la solidarité, le partage, l'entraide et le travail en équipe. Il y a un certain impact sur ce site pour les jeunes. Je pense que les jeunes sont très contents de travailler dans un milieu ouvert dans la nature de ce type-là. Ils ont une activité le matin où ils peuvent bricoler, travailler bien encadré, et l'après-midi avec des détentes au bord de la rivière et tout, c'est un cadre magnifique. La population est très contente de voir une restauration de ce bâtiment qui était totalement en ruine et inaccessible. Je tiens à remercier le chantier Jeunes Provence-Côte d'Azur pour avoir œuvré pour ce magnifique projet qui a duré depuis un certain nombre d'années. Et je pense qu'à l'avenir, nous reprendrons contact avec cette association ou d'autres pour faire de nouveaux projets sur notre territoire. Je vous remercie tous, à bientôt. Super, merci beaucoup André pour cette belle présentation et pour l'intervention du maire en vidéo, c'était très intéressant. On a une première question sur le chat avant de passer aux mains levées de Denise, donc qui te remercie. Je suis André. Michel Félix. Qui te remercie André pour cette présentation et qui demande donc, pardon, elle souhaiterait savoir combien de temps on peut prévoir pour réunir tous ces ingrédients pour déposer un bon projet et également comment et où trouver les ressources financières. C'est une vaste question. Tu as 1 heure. Non, je plaisante.
C'est vrai que ça s'improvise pas. Il faut penser le projet bien à l'avance, surtout parce que les financeurs ont des délais de dépôt de dossier quand on veut financer un projet. Moi, je peux parler pour la région PACA. Il faut déposer les projets de chantier, on va dire, avant la fin de l'année, donc au mois de décembre, pour des chantiers qui ont lieu en principe l'été. Donc, ça veut dire qu'il faut avoir bouclé le dossier au minimum 6 mois à l'avance. Mais pour boucler le dossier, il faut s'y préparer encore auparavant parce qu'il faut avoir, on va dire, des descriptifs techniques, les travaux à réaliser souvent et dans la plupart des cas, ils ont besoin, par exemple, de l'avis de l'architecte des bâtiments de France, si c'est dans des zones où il y a un monument historique inscrit ou classé. Ça veut dire que, moi, je dirais, il faut presque s'y préparer un an à l'avance, le temps de faire le dossier technique et pouvoir, on va dire, déposer les demandes de financement qui sont essentiellement auprès de la région, auprès du département et des collectivités locales. Et dans les services de l'État peuvent participer la DRAC, les affaires culturelles, la DREAL pour certains projets touchant à l'environnement, et la DRAGES, on va dire, qui est jeunesse et sport, qui est souvent promoteur des projets de chantier de jeunes. Donc moi, je pense qu'il faut bien, pour faire mûrir un projet, quasiment un an pour qu'il puisse, entre guillemets, être monté, déposé et financé. Merci André pour cette réponse et merci Denise pour la question. Alors, je vois des mains levées. Anaïs, si vous souhaitez prendre la parole. Oui, bonjour. Donc, vous m'entendez bien? Très bien, merci. Ok. Moi, je suis d'Emmaüs France et donc à Emmaüs, on organise des chantiers d'été à destination des jeunes. C'est dans une configuration un peu différente je pense, ce que vous organisez, parce que nous, c'est vraiment une participation à l'activité des structures Emmaüs aux côtés des personnes accueillies. J'avais une question concernant ce que vous avez évoqué sur la nécessité de se former à l'animation des chantiers. Je voulais savoir si vous aviez des formations à recommander spécifiquement sur ce volet-là et aussi s'il y a des possibilités de financement pour accéder à ces formations-là. Donc au niveau local, mais aussi plutôt national, parce que nous, on a une action plutôt nationale. Voilà, merci. Sur le côté formation, on va dire, c'est souvent chaque association, entre guillemets, réalise des formations pour, on va dire, son encadrement, que ce soit un encadrement lié à l'animation ou l'encadrement technique. Et c'est un peu la vocation aussi de la CORAC, d'organiser avec le FSPVA souvent, qui peut financer ça, des formations qui intéressent toutes les associations, on va dire, sur certains aspects. Alors, c'est assez rarement des formations techniques, mais c'est plus des formations, on va dire, sur l'approche et l'encadrement des chantiers. Et bon, je pense, mais là je laisse la parole à Philippe, à Cotravo aussi, il y a quelques temps de formations qui sont organisées à destination, on va dire, de l'encadrement des chantiers bénévoles. Oui, tout à fait André, merci. En effet, pratiquement toutes les associations membres du réseau Cotravo proposent des temps de formation pour justement les futurs animateurs et animatrices pour qu'ils puissent se former sur les techniques, sur la vie de groupe aussi. Toutes nos associations proposent pratiquement ce type de formation. Après, pour les financements,
il peut avoir des solutions avec les partenaires hein, que André citait tout à l'heure. Et donc voilà. Merci André, merci Anaïs. Anaïs, si vous souhaitez, pareil, avoir un peu plus d'informations, n'hésitez pas. Demain, on met en place une permanence téléphonique, que ce soit au sein de Co-Travaux, mais également au sein des associations membres du réseau. Donc, il y a toutes les informations sur le site qu'on vous fera passer avec le lien. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez d'autres questions. Et merci pour votre question. Merci. Et nous avons une question avant de passer à la deuxième intervention de Jacques. C'est à moi, c'est ça? Oui, on vous entend. Bonjour, comment ça va? J'espère que vous vous portez tout bien. Très bien, merci. Et toi, Jacques? Super, je remercie monsieur, pardon, j'ai pas bien noté le nom, c'est monsieur Romani. C'est ça? Voilà, merci pour sa présentation. J'aimerais en un premier temps demander si c'est possible que à la fin de l'atelier, nous puissions avoir son slide de présentation, c'est-à-dire la présentation qu'il a eu à faire, les grandes idées. Est-ce que c'est possible que nous puissions l'avoir? Alors, vous allez toutes et tous recevoir le support de présentation par mail dans la journée. Vous aurez toutes les ressources également. Donc, ne vous inquiétez pas, Jacques, vous aurez tout cela dans la journée. D'accord. Ma deuxième préoccupation, c'est que, à l'opposé, pour ces jeunes-là qui font quand même ces sorties de solidarité nationale, qui quand même pour effectuer des voies comme ça, est-ce qu'en retour, vous favorise quand même le retour, comment dirais-je? On vous entend très mal, Jacques, je suis désolé. On ne vous entend plus. Des régions, la connexion. Je suis désolé, Jacques, on vous entend vraiment très mal. On vous entend vraiment très mal. Si vous souhaitez, vous pourrez peut-être réintervenir à la fin si on a du temps, parce que là, on vous entend très très mal. La connexion ne doit pas être au top. Ah bah, je crois qu'il a disparu. Bon, eh bien, on retrouvera Jacques peut-être plus tard pour une question, André. On va passer à la deuxième présentation. En tout cas, merci André et merci pour vos questions. On va donc passer à Marine Muller pour l'Union Rempart, qui est chargée de mission pour l'Union Rempart, et Olivier Colazante, éducateur technique spécialisé. À vous. Merci Philippe. Bonjour à toutes et à tous. Je vais commencer et puis ensuite je laisserai la parole à Olivier. Donc on peut passer à la slide suivante. En deux mots, je vais présenter l'Union Rempart, mais très vite en fait rentrer dans le vif du sujet et vous parler des chantiers sur mesure. Comment mettre en place ce type d'action un peu spécifique qu'est l'accueil de groupe dans le cadre de chantiers sur mesure. Alors, en deux mots, pour celles et ceux peut-être qui n'avaient pas participé aux ateliers précédents, l'Union Rempart, c'est un réseau d'associations, de près de 200 associations qui œuvrent pour la restauration et l'animation du patrimoine bâti et naturel en France. On a aussi des partenaires à l'étranger. En fait, le principe à Rempart, c'est que ce sont des associations locales ancrées dans leur territoire qui du coup, ont un projet d'animation et de développement local dans le territoire ancré et qui organisent différentes activités pour sensibiliser au patrimoine, à l'éducation populaire, au volontariat, et notamment des chantiers de bénévoles. Mais pas exclusivement, on a beaucoup d'accueil de scolaires aussi, d'événementiels, de chantiers d'insertion. On travaille avec des publics très diversifiés et sont plutôt des projets au long cours. On intervient sur un patrimoine bâti très, très varié aussi, hein, du patrimoine classé au patrimoine rural, au patrimoine en passant par le patrimoine industriel, etc.
Donc, je ne vais pas m'étendre trop longtemps sur Rempart. Il y a des outils à disposition qu'on vous fera passer qui permettent de présenter chacune de nos associations plus en détail. Là, l'idée, c'est surtout quand on est sur un atelier thématique sur comment mettre en place des projets, l'idée, c'est de pouvoir, là, concrètement, vous expliquer comment, à Rempart, on peut répondre à un certain nombre de demandes de structures pour mettre en place des chantiers sur mesure tout au long de l'année. Alors, pour vous distinguer par rapport à ce qui a été présenté par André juste avant, la différence entre un chantier sur mesure et un chantier de bénévoles classique, c'est que l'intérêt du chantier de bénévoles, c'est qu'on est en mixité des publics. Souvent, ce sont des individus qui vont décider de s'inscrire à telle ou telle session organisée par une association. Et ces personnes peuvent venir de régions et de milieux sociaux très différents, mais aussi de pays différents, de partout dans le monde. Ce qui crée une rencontre interculturelle, socio-culturelle qui est riche. Mais c'est plutôt ça qu'on met en place dans le cadre des chantiers de bénévoles. Ce sont des sessions qui sont prévues longtemps à l'avance, avec des dates bien déterminées, un programme déterminé en avance, etc. Dans le cadre du chantier sur mesure, là, on va répondre à une demande d'une structure, et c'est cette structure qui va mobiliser un groupe de participants, de bénévoles, et qui va accompagner ce groupe sur place. Donc, autant quand on peut travailler avec des structures sur les chantiers de bénévoles, elles vont, des structures socio-éducatives, j'entends, elles vont envoyer, entre guillemets, des jeunes sur le chantier, mais sans les accompagner. Là, dans le chantier sur mesure, il y a bien un accompagnement d'animateurs, d'éducateurs ou d'éducatrices ou d'enseignants qui accompagnent le groupe. Et nous, à Rempart, ce qu'on propose à minima, c'est un support patrimonial et un encadrement technique. Donc, on peut répondre à tout type de demandes avec des durées de chantier qui sont très variables. Ça peut être à la journée, comme sur 3-4 jours consécutifs ou plus, davantage. Ça peut plus ressembler à une durée classique de chantier sur une semaine ou 2 semaines. Mais en fait, on va vraiment adapter et répondre à la demande. Ça peut être sans hébergement aussi si le site est à proximité, alors qu'un chantier de bénévoles, c'est systématiquement, normalement, avec hébergement sur place et avec toute la dimension de vie collective qui a été présentée par André. Évidemment, on s'attache aussi à le mettre en place sur les chantiers sur mesure, mais pareil, on peut l'adapter. Ça peut être une organisation de vie collective très en autonomie de la part du groupe, avec ses propres référents, comme une vie collective organisée avec l'association d'accueil sur place. Le rythme du chantier va être adapté aussi en fonction des publics et des objectifs visés. Je pense notamment quand on travaille avec des structures médico-sociales qui accueillent des personnes en situation de handicap. La concentration n'est pas la même et du coup, la durée des ateliers peut être totalement adaptée. La technicité aussi des ateliers mis en place, proposés, peut être adaptée en amont. On prévoit un programme de chantier qui va être accessible aux participants. Donc, tout ça est vu entre la structure qui fait la demande, l'Union Rempart au niveau du siège et l'association membre de Rempart qui va accueillir le projet. Donc, il y a une co-construction du projet pour vraiment adapter en fonction de la demande et des capacités d'accueil, avec du coup des projets pédagogiques qui varient vraiment selon les établissements ou les structures qui font une demande. On peut avoir des assos d'étudiantes, par exemple, ou d'étudiants qui sont passionnés d'histoire. Dans ce cas, on va monter un programme vraiment avec une dimension un peu théorique, en complément de l'aspect chantier pratique. Comme je le disais, quand on a des partenaires plutôt mais dans le médico-social, de la même façon, on va être moins dans le théorique et très vite plutôt dans des choses très concrètes, avec des rythmes plutôt plus allégés. Ça peut être la découverte de métiers, des structures d'insertion qui veulent faire découvrir des métiers à des jeunes en questionnement sur leur orientation. Ça peut être simplement un prétexte, le patrimoine, à organiser un temps de cohésion, faire du travail d'équipe, travailler sur la confiance en soi, sur le vivre ensemble, l'engagement bénévole, citoyen, vraiment axé sur la citoyenneté. Donc, en fait, il peut y avoir vraiment des objectifs très, très variés, des motivations très variées pour les structures, et en fonction, le programme va être aussi adapté.
Comme je le disais, la taille du groupe aussi peut être très variable, hein, donc des durées variables, mais aussi ça peut être de petits groupes à 4-5. Je pense notamment quand on travaille avec la PJJ ou des centres éducatifs fermés, enfin, où là c'est important d'avoir des petits groupes et un taux d'encadrement très important. On est plutôt à 4-5 jeunes et quasiment autant d'éducateurs sur le projet. Et puis ça peut monter à une trentaine, quarantaine, voire même au-delà de participants. Je pense notamment quand on travaille avec des entreprises pour des journées de team building, journées solidaires. Là, on peut accueillir parfois à la journée jusqu'à 70 personnes. Donc, vous voyez ce grand panel, cette grande diversité de projets possibles. Et pour justement pouvoir mettre en place ces projets, il y a une fiche de renseignement qui peut être complétée sur notre site internet et je vous ai mis le lien dans le PowerPoint, donc vous y aurez accès après l'atelier. On peut passer à la slide suivante. Je vais vous illustrer un peu plus concrètement un type de partenariat et de projet qu'on met en place et après je laisserai la parole à Olivier pour lui-même illustre encore un autre type de partenariat et de projet. Là, je voulais faire un petit focus sur les projets avec les établissements d'enseignement. Je ne sais pas s'il y en a qui sont présents parmi vous, mais en tout cas, ça fait partie des publics, des institutions avec lesquelles on travaille, et ça grosso modo, même de la primaire, mais plus souvent du collège jusqu'à l'université. Et on a pu mettre en place donc, des projets spécifiques, soit qui s'inscrivaient dans le cadre vraiment du cursus. Je pense notamment à notre partenariat avec l'ESCT, l'École supérieure de conduite de travaux, où les étudiants valident un stage bénévole sur un site Rempart, sur un chantier Rempart, et il y a une note à la fin, et c'est vraiment inscrit dans leur cursus. Et maintenant, ça fait 3 ans qu'on a un partenariat avec eux, et maintenant, chaque année, voilà, les étudiants, c'est inscrit, c'est ancré maintenant dans les pratiques de l'école de proposer un chantier Rempart. Alors, parmi d'autres options possibles, mais en tout cas, ils peuvent décider de venir à Rempart réaliser leur stage et donc ont une évaluation de stage, un rapport à rendre ensuite à l'école. Donc, ça peut vraiment s'inscrire dans un parcours d'enseignement ou ça peut être aussi tout à fait ponctuel, plutôt dans une découverte. Je pense notamment à les partenariats avec les lycées, où là, il n'y a pas forcément de validation de stage, mais ça peut être vraiment comme la sortie scolaire qui peut être proposée en collège, primaire, lycée. Eh bien, au lieu de partir faire une activité plutôt dans la consommation, on propose d'aller donner de son temps bénévolement sur un site patrimonial sur quelques jours consécutifs. On a aussi travaillé avec l'Institut national des jeunes sourds. Donc, on peut répondre à des demandes s'il y a des personnes en situation de handicap, je l'évoquais tout à l'heure, mais on peut répondre à ces demandes. Et donc là, ça nécessite aussi en amont de se préparer, mais on peut toutes les options et donc pas hésiter à… Alors, je crois que ma connexion est instable. Vous m'entendez bien ou pas? Ça va? Ça va, oui. Ok. Bon, je ne vais pas parler plus longtemps. Je vais surtout laisser la parole à Olivier qui va vous illustrer lui-même son vécu et le chantier qu'il réalise depuis plusieurs années consécutives avec Rempart et la CHAM. Bonjour à tous. Alors moi, c'est Olivier, je suis éducateur technique spécialisé. Je travaille auprès d'une association dans le nord de la France qui est la Sauvegarde du Nord. Donc, c'est une structure où on est à peu près 1600 salariés et plus de 2500 suivis à l'année en moyenne. On va plus descendre tout de suite au niveau du lieu dans lequel je travaille. Donc, moi, je travaille dans un centre d'accueil de jour, donc pour des jeunes qui sont en rupture scolaire et aussi qui ne sont ni à l'école, ni en formation. Alors, vous m'excuserez, c'est la première fois que j'interviens comme ça, donc je risquerai peut-être de bafouiller un peu, mais je vais essayer de m'en sortir. Donc, le public qu'on accueille, c'est essentiellement des jeunes qui sont en foyer, en autonomie, avec un suivi éducatif, mais aussi en AEMO, donc à domicile, mais suivi aussi par des éducateurs. Donc ça, c'est essentiellement. C'est des jeunes, nous on accueille des jeunes entre 14 et 21 ans. Donc ça, c'est pour le public qu'on accueille.
Donc le projet, pourquoi ce projet est né avec Rempart, c'est que nous, on s'est rendu compte dans nos structures que la plupart des camps qu'on faisait avec les jeunes, c'était essentiellement des camps consommateurs. Donc on était là pour consommer. Et on a trouvé ça pas très sympa parce que quoi qu'on fasse, les jeunes sont jamais réellement satisfaits. Donc on a mis en place ce genre de chantier, donc où là il y a une participation dans le chantier, où là le jeune partage son temps entre le chantier, mais aussi les loisirs, parce que le chantier est divisé en deux parties. Le matin, c'est le chantier. L'après-midi, c'est tout ce qui est loisirs. Je suis en train de me perdre, je pense. Non, ça va? Je suis pas trop. Donc, aujourd'hui, nous, là, on a un avantage, c'est qu'on est suivi par notre direction, tout aussi bien éducativement parlant, mais aussi financièrement parlant, parce qu'il faut savoir que ça a quand même un coût. Nous, on travaille avec l'association CHAM depuis 2013. On a commencé par un chantier par an. Aujourd'hui, on est passé à 2 chantiers par an, un en avril et un en juillet, donc un en avril de 8 jours et un en juillet de 10 jours, où là, c'est un peu plus long. Alors, qu'est-ce que je peux dire encore? Alors, on a un fonctionnement qui est le nôtre, hein. Donc, pour pouvoir participer au chantier, on a quand même des préparations. On a des préparatifs qui sont relativement longs. Ça démarre en janvier. Nous, ça démarre en décembre pour réécrire le projet tous les ans pour les 2 chantiers. Et à partir de janvier, on met en place des réunions d'information pour les jeunes. Donc, on convie tous les jeunes qui sont pressentis, mais ceux aussi qui ont envie de venir. Donc, on a une première réunion où on réunit tous les jeunes qui veulent venir à ce chantier. On leur explique les tenants, les aboutissants, les avantages, les inconvénients aussi de ces chantiers, parce que il faut savoir que tous les jours, celui d'avril, par exemple, tous les jours, c'est levé à 7 heures. Donc, du lundi au vendredi, c'est tout le monde qui se lève à 7 heures, donc c'est quand même assez contraignant. Mais aussi, on leur montre aussi les avantages de pouvoir participer à la rénovation et à la consolidation d'un monument tel que celui dans lequel on travaille, qui est une forteresse du XIIe siècle. Donc, c'est pas rien, c'est aussi pour nos jeunes participer à un effort, pas un effort national, mais un effort de conservation de notre patrimoine. Et je pense que ce qui est aussi important dans des structures comme les nôtres, c'est que les organisateurs de ces chantiers doivent être aussi très impliqués et doivent être au cœur du projet pour vraiment pouvoir transmettre à nos jeunes cette envie de vouloir y participer. Alors, quelquefois, il y en a certains qui n'ont pas envie de participer au chantier, mais où nous, on pressent qu'il y a matière à travailler sur place avec eux. Donc, on les bouscule un petit peu plus pour les intégrer au groupe. Et puis, en général, on a eu l'expérience l'été dernier où une jeune qui n'avait pas trop envie, et puis on s'est rendu compte que elle était morte de faim sur le chantier, puis dans la vie de groupe, dans les sorties. Voilà, il faut aussi ne pas hésiter de les bousculer pour qu'ils sortent aussi de leur cadre habituel, parce qu'en général, c'est des jeunes qui restent dans leur quartier, dans leur noyau, dans leur cocon familial, et quelquefois, c'est bien de pouvoir les sortir de là. Donc, nous, on est en moyenne entre 3 et 4 éducateurs pour 10 jeunes en mixité. Donc, on loue en général des gîtes sur place. Donc, ce qui permet d'avoir… Donc, on a 2 gîtes. On travaille depuis 2013 avec le même loueur. Donc, on a créé un partenariat assez fort avec eux. Donc, on a des gîtes où on peut mettre d'un côté les filles, d'un côté les garçons, parce qu'on est obligé aussi, nous, dans notre conception, de pouvoir séparer les jeunes. Donc, il y a la première réunion où on réunit tout le monde.
Donc après cette réunion, nous, on se réunit en équipe. On demande à la fin de la réunion, on demande un petit écrit de chaque jeune, celui qui a vraiment envie de venir. On demande un petit écrit. Nous, entre ce qu'on a vu pendant la réunion, au niveau du comportement que les jeunes ont pu avoir pendant cette réunion, au niveau de l'investissement aussi, qu'ils peuvent avoir eu pendant cette réunion. Donc, nous, on fait un petit bilan entre nous, on lit un peu les motivations de chacun. Et après, on organise une deuxième réunion où là, on convie essentiellement les jeunes qui ont été sélectionnés pour venir avec nous. Et on convie donc l'éducateur et aussi la famille, si c'est possible. Donc, une fois qu'on a fait, donc là, on rentre plus dans le détail avec les jeunes sur la conception du chantier. Et ce qu'on fait aussi, avant le départ, c'est qu'on organise une matinée ou une journée où on va faire un travail bénévole dans un, je sais pas, ça peut être faire des parterres de jardin, débroussailler dans des usines ou voilà, des choses comme ça pour voir un peu, pour que nous, on puisse voir aussi comment on va pouvoir travailler sur place au niveau du chantier et comment l'équipe se met en place. Et pour nous, c'est quand même important parce que de pouvoir avoir cette vision, parce qu'on a la vision où on les accueille journalièrement dans un cadre bien spécifique. Là, on va sortir du cadre. Donc, il faut quand même que nous, on prenne des précautions parce que, voilà, on part 8 jours, c'est quand même pas rien pour nos jeunes, quoi. Donc ça, c'est au niveau de la mobilisation. Alors, les bénéfices que ça peut apporter aux jeunes, c'est que souvent, une partie d'entre eux viennent, mais bon, on sent qu'il y a… Mais souvent, ils viennent une première année et en général, ils veulent re-signer déjà en sortant du chantier, ils veulent re-signer pour l'année suivante. Donc là, par exemple, on prépare le chantier d'avril de cette année, où là, on a une possibilité d'accueil de 10 jeunes. On a 5 jeunes de l'année dernière qui postulent déjà pour le chantier. Donc voilà, c'est quelque chose qui est ancré dans notre fonctionnement maintenant au niveau de notre direction. Et voilà, quoi, en gros, je ne sais pas quoi dire de plus. Non, merci Olivier. Je pense que ça donne une vision un peu concrète, une illustration concrète. Donc, c'était parfait. Merci. Je ne sais pas si on a le temps de faire passer la petite vidéo. C'est un peu juste. Non, on peut. On peut? Alors, je vous ai mis le lien sur le fil de discussion. Donc, vu qu'on a des petits problèmes techniques pour passer des vidéos en live, voilà, on vous propose le lien en fil de discussion. Vous pouvez le regarder chacun et chacune de votre côté et on revient tout de suite après. À tout de suite.
Vous nous direz quand elle est finie, qu'on reprenne. Vous avez pu la visionner? Ouais, c'est bon. Bon, du coup, on peut peut-être prendre quelques questions s'il y en a. N'hésitez Ouais, pas. tout à fait. Merci, merci d'abord, hein, Marine et Olivier, pour ce témoignage et la présentation des chantiers sur mesure. Olivier, pour un premier exercice, c'était tout bonnement parfait, donc merci beaucoup. En effet, il y a une question de Denis sur le fil de discussion pour commencer. Alors, pour vous, pour les chantiers sur mesure, quel est le coût pour les jeunes ou pour la structure qui accompagne? Avez-vous eu déjà une expérience avec une mission locale et des jeunes en insertion? Et avez-vous des contacts en particulier à me donner sur le département de la Loire? Merci. Très bien. Alors, pour répondre aux différentes questions, sur l'aspect financier, contrairement aux chantiers de bénévoles pour lesquels les associations ont en principe des subventions qui permettent de proposer des chantiers à moindre coût, effectivement, pour les chantiers sur mesure, c'est un peu différent. Et les associations, nos associations membres, en tout cas, n'ont pas forcément de subvention. Donc, il y a un vrai coût, mais qui peut être supporté après alors par la structure si elle a le budget. Dans le cadre d'appel à projet, il y a déjà eu appel à projet département, région, ou même au niveau national, dans le cadre de C'est mon patrimoine, par exemple, avec le ministère de la Culture. Mais en tout cas, il y a des appels à projets qui peuvent permettre de financer ces actions. Après, dans le cadre de partenariats plus spécifiquement avec des structures d'insertion sociale et professionnelle telles que les missions locales, nous avons un projet qui a été présenté avant-hier qui s'appelle l'Action patrimoine et lien social et qu'on développe au niveau national qui vise les jeunes de 17 à 25 ans suivis par ces structures et pour lesquels nous avons du financement pour notamment des bourses de mobilité pour des départs en chantier, en individuel ou aussi pour quelques projets en collectif, en groupe. Et oui, on a chaque année travaillé avec des missions locales sur des projets de chantier sur mesure. Sachant que le projet dont je parle, nous, est plutôt pour favoriser le départ individuel des jeunes, mais en tout cas, on a chaque année quelques demandes et on y répond et on peut cofinancer du coup en grande partie le projet. Donc, après des contacts en Pays de la Loire, on n'a pas énormément de chantiers, d'associations dans cette région, mais on en a une ou deux. Le mieux, ce serait qu'on puisse échanger directement ensemble pour voir où vous vous situez précisément et voir comment on peut essayer de mettre en place un partenariat. Donc, Philippe le rappellera, mais il y a une permanence qui est prévue demain matin et vous aurez les coordonnées de toutes les associations. Donc, n'hésitez pas à appeler si vous êtes disponible demain matin pour qu'on puisse en parler de vive voix. Il y a aussi, nous au niveau du Nord, on a aussi un fonds d'aide départemental aux jeunes, donc ce qu'on appelle l'EFDAGE, qui sont individuels, mais qui peuvent être aussi collectifs. Sur le collectif, nous, on fait des demandes, on fait une première demande à cette année, qui peut varier entre 150 et 300 € par jeune. Donc ça, c'est au niveau du Nord. Après, je ne sais pas si ça existe dans d'autres régions. Et puis nous, au niveau du coût, on va dire au niveau du coût individuel, si hors coût éducatif, c'est entre 4 500 et 5 000 € pour un chantier de 8 jours.
Donc, après, bon, c'est parce que nous, on a l'avantage d'avoir une direction qui nous suit. Parce que sinon, après, voilà, c'est… Mais je sais aussi qu'il y a une fondation des chèques vacances, la fondation des chèques vacances, qui peuvent venir en atténuation aussi sur vos projets. Donc là, il faut aller directement sur leur site, de la NCV. Et là, ça peut, nous, je sais que l'année dernière, par exemple, on a eu une atténuation de notre budget de 2 000 €, ce qui n'est pas rien. Donc après, je ne sais pas s'il faut y adhérer, mais je sais que quand on fait la demande, ça passe assez facilement. Si le projet il est béton et solide, en général, ça passe. Et pour compléter, simplement, c'est que on n'a pas, nous, de coût type, de prix type de chantier à la journée par jeune, parce que selon, déjà, comme on disait, c'est vraiment du sur-mesure, donc selon le type d'hébergement, selon si le groupe est en autonomie ou pas sur les repas, selon aussi les ressources internes de notre association. Est-ce que ce sont des bénévoles qui encadrent les chantiers? Est-ce qu'il faut faire appel à des animateurs techniques extérieurs? Tout ça va faire que le coût du chantier va être très variable. Donc, c'est un peu difficile de donner là un prix comme ça, tel quel. Mais la fourchette est d'une vingtaine d'euros par jour et par personne à 45-50 € par jour et par personne. Et ça, donc, aussi parce que l'association peut proposer des activités complémentaires à celles du chantier, culturelles, etc. Enfin, voilà, il y a tout un programme qui peut s'élaborer et qui va faire que le coût va varier. Donc, tout ça, c'est à voir aussi au cas par cas dans la construction du projet. Merci Marine, merci Olivier pour ces précisions et merci Denise pour vos questions. On va passer à la troisième présentation, mais si on a un peu de temps à la fin, et si vous avez d'autres questions, vous pourrez revenir vers Marine et Olivier sur cette présentation. Ou sinon, vous pourrez, comme l'a dit Marine tout à l'heure, et on vous donnera le lien de la permanence et avec toutes les informations, les contacts, vous pourrez revenir vers Marine demain qui pourra répondre à vos questions directement. Pour cette présentation. Alors, passons à la troisième présentation. Donc, merci Marine et Olivier une nouvelle fois. Et place maintenant à la troisième présentation avec Laetitia Chevreau, déléguée régionale Auvergne pour l'association Concordia, et Mélanie Dolly, chef de service de l'association Sagesse. C'est à vous. Merci. Oui, bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Alors, moi, je suis donc Laetitia Chevreau, en charge du pilotage de la délégation Auvergne de Concordia. Et je suis chargée plus particulièrement de la mise en place des chantiers de bénévoles internationaux sur le territoire de l'Auvergne et également sur la Creuse. Donc, Concordia, pour présenter brièvement l'association, c'est une association nationale avec des délégations régionales. On a 11 délégations réparties dans toute la France. Et nous œuvrons avec plusieurs dispositifs sur le volontariat et la mobilité internationale, qui entend les chantiers de bénévoles internationaux que nous organisons, pas chez nous, parce qu'on n'a pas de lieu en propre, mais on met en place des partenariats avec des collectivités, des associations pour ces chantiers de bénévoles. Nous sommes également présents sur le dispositif du Corps européen de la solidarité, sur des volontariats long terme. Donc l'idée, c'est d'accueillir des jeunes Européens et puis également de proposer des mobilités à des Auvergnats, pour ma part, chez des partenaires à l'étranger. On organise également des échanges de jeunes, des formations européennes, et puis on s'est emparé également du dispositif service civique pour l'intermédiation. Voilà. Pour en venir à ce qui nous concerne aujourd'hui, nous, classiquement, on organise donc des chantiers de bénévoles en partenariat avec des collectivités, des associations. Et en 2016, j'ai été contactée par la directrice d'un foyer de vie à Aubusson, donc de l'association ADAPI 23 en Creuse, qui, elle, a été, quand elle avait une vingtaine d'années, animatrice chez Concordia sur un chantier de bénévoles, chantier un peu classique, et qui avait toujours gardé cette idée de pouvoir peut-être un jour, dans son parcours professionnel, pouvoir accueillir des chantiers de bénévoles. Donc, elle nous a contactés 20 ans plus tard, lorsqu'elle était donc directrice adjointe d'un foyer de vie à Aubusson, donc pour accueillir un chantier de bénévoles. Donc, c'était une première expérience pour nous. On organisait un chantier international de 3 semaines avec des adultes dans un foyer qui héberge des adultes en situation de handicap qui sont aptes au travail en ESAT.
voilà, on avait 10 bénévoles internationaux qui avaient entre 20 et 51 ans, de 8 nationalités différentes, aux côtés de 3 animateurs de Concordia. Et donc, ils se sont impliqués à raison d'une trentaine d'heures par semaine avec les résidents du foyer autour de l'aménagement des espaces extérieurs. Ils ont posé des grillages, ils ont remis en état des bacs de culture, remis en état une serre, ils ont taillé des haies, débroussaillé. L'idée, c'était qu'autour du foyer, il y avait un grand parc et que, mis à part les premiers mètres où les résidents avaient l'habitude de sortir, le reste du parc, notamment la partie basse, n'était plus entretenu. Et donc, l'idée, c'était de pouvoir remettre en état cette parcelle et puis y inviter à nouveau les résidents qui puissent s'approprier cet espace. Donc, tous les jours, pendant le chantier, il y avait des résidents accompagnés de l'équipe éducative qui se rendaient sur le chantier et qui participaient aux travaux aux côtés des bénévoles internationaux. Les repas du midi étaient pris en commun également, et c'est ça qui a fortement contribué à créer des liens. Il y a eu des moments conviviaux à table, ils se mélangeaient, ils étaient tous ensemble. Et nous, les bénévoles n'étaient pas hébergés, les bénévoles internationaux n'étaient pas hébergés sur place, mais ils étaient hébergés dans un foyer de jeunes travailleurs à proximité. Donc cette session a rencontré un bon succès, enfin une bonne satisfaction de la part de l'ADAPI, du partenaire, des résidents. Et puis également, nous, de notre côté, ça a été assez impactant aussi pour les participants. Voilà, comme ça, d'être immergé dans un foyer, de rencontrer des personnes qu'ils ne côtoient pas habituellement, parce que encore en 2022, c'est une population qui est assez invisible dans l'espace public. Donc voilà, là, de créer ces rencontres, ça a été très fort pour tout le monde. Donc on a décidé de ce petit dispositif, de s'en emparer et de le proposer à d'autres partenaires. Donc, il y a eu un deuxième chantier qui a été organisé en 2019 dans le même foyer. Et puis également, avec l'ADAPI 63, on a organisé un foyer en 2020 un chantier en 2020 sur le Puy-de-Dôme. Et à partir de 2019, nous avons également travaillé avec l'association Sagesse pour des foyers accueillis, pour des chantiers accueillis dans des foyers de vie dans l'Allier. Donc là, on en est à peu près 4 ou 5 chantiers qui ont été organisés. Les objectifs derrière ces chantiers, donc c'est d'arriver à conscientiser les jeunes en fait, ces difficultés d'inclusion sociale que rencontre le public qu'ils vont côtoyer. Voilà. Et puis pour les personnes porteuses de handicap, elles se retrouvent en position d'accueillant sur leur foyer. Ils accueillent des personnes extérieures, qui plus est des personnes étrangères, qui bien souvent ne parlent pas leur langue et qui vont s'investir pour améliorer leur cadre de vie. L'idée, c'était vraiment de créer une dynamique autour d'un projet commun et puis de favoriser tous les temps de partage. Il y a la participation au chantier, mais il y a aussi des sorties communes, des repas partagés, voilà. Alors, à partir de 2020, on a bien sûr rencontré la situation sanitaire avec le Covid, ça a été très compliqué, mais tout de même, on a pu continuer à être présent chaque été dans un foyer, alors avec des liens un peu plus éloignés, on va dire, parce qu'on ne pouvait plus prendre les repas ensemble, par exemple, mais il y avait quand même une dynamique qui a pu être poursuivie, même sur les 2 dernières années. Voilà. Avant d'en venir et de laisser la parole à notre partenaire, l'association Sagesse, je voudrais simplement indiquer qu'à partir de 2019, on n'était plus sur des chantiers de bénévoles internationaux, mais on s'est emparé de l'outil qui a été proposé par l'Europe dans le cadre du Corps européen de la solidarité, qui a émergé en 2019. Il y avait un outil de volontariat d'équipe. Donc, l'idée de ce volontariat d'équipe, c'était de proposer à des groupes de 10 à 40 jeunes, qui ont entre 18 et 30 ans, qui soient originaires d'au moins 2 pays différents, et qui s'engagent sur un projet commun sur une période entre 2 semaines et 2 mois. Donc, typiquement, ça collait très bien au chantier de bénévoles. Et ce volontariat d'équipe, ce qui est un plus, c'est qu'il y a que ce soit dans le domaine de la solidarité. Alors, le domaine est très large. Je vais vous lire un petit peu l'éventail des domaines d'intervention sur le thème de la solidarité. Il y avait donc l'inclusion, l'accueil et l'intégration des réfugiés et des migrants, la citoyenneté, l'environnement, la protection de la nature, santé et bien-être, éducation, formation, emploi et entrepreneuriat, créativité, culture et sport. Donc, c'est très large. On peut faire rentrer plein de choses dans ces projets de groupe. Et nous, donc, on s'est emparé de leur premier
du premier thème qui est l'inclusion, donc pour organiser ces chantiers de bénévoles dans le cadre de ces volontariats d'équipe. Donc avec un financement européen qui permet d'une part de faire baisser la participation financière de nos partenaires, parce que au-delà de l'accueil du chantier chez eux, nous, pour financer notre projet, on a besoin de leur demander une participation financière de quelques milliers d'euros. Donc, ça permet vraiment de l'atténuer en ayant ce financement européen. Et puis, pour les participants, eh bien, il n'y a plus de frais d'inscription. On prend en charge leurs frais de transport. Ce sont des forfaits en fonction de la distance du lieu d'où ils arrivent. Et puis, il y a également le versement de 6 € d'argent de poche par jour pour ces volontaires. Donc, voilà. On n'est plus donc sur des chantiers de bénévoles, mais bien sur des chantiers de volontaires. L'inconvénient de ce dispositif, c'est surtout lié au temps de travail, puisqu'il y a un surcroît d'administratif, tant dans la demande de dépôt pour ce financement, qu'ensuite, eh bien, pouvoir rembourser les participants sur leurs frais de transport, leur verser l'argent de poche, les inscrire sur la plateforme européenne, leur prendre une assurance. Tout ça, c'est bien plus chronophage que sur l'organisation d'un chantier de bénévoles international classique. Au niveau des participants, on l'a vu sur nos différents projets. Donc, la plupart du temps, ce sont des étudiants ou des personnes sans emploi qui ont entre 18 et 25 ans. Il y a très peu de personnes entre 25 et 30 ans. Certains viennent s'inscrire sur ces projets-là parce qu'ils ont en optique de pouvoir se professionnaliser dans le secteur du social. Et ça leur permet comme ça de découvrir déjà un milieu et un certain public. D'autres sont intéressés uniquement par le projet technique qu'on propose donc dans l'aménagement de ces foyers. Et puis, mais tous sont intéressés de prime abord par cette rencontre avec le public qui les accueille. Donc, j'ai recueilli un peu les impacts qu'on a eu sur les participants. On voit que ça fait vraiment tomber les barrières et les préjugés sur les personnes en situation de handicap. Ils vivent tous de beaux moments de partage, de communication. Finalement, c'est bien plus impactant pour ces jeunes volontaires d'être au contact avec ce public qui est accueilli dans un foyer que les projets qui vont se dérouler sur une commune rurale ou dans une ville. Là, il y a une dimension sociale et de solidarité en plus. Alors, il y a la barrière de la langue, bien sûr, donc il faut trouver d'autres moyens de communiquer. Il y a les gestes, il y a le regard, il y a les rires, il y a les chansons, il y a même la danse, comme vous le voyez sur la photo, là où ils font le dernier chantier, où ils se sont mis tous ensemble à danser sur des danses traditionnelles auvergnates. Voilà. Et puis voilà, c'est une expérience qui est un peu forte pour eux. Les participants la vivent comme une parenthèse, comme une rupture dans leur quotidien. Et c'est évident que la dimension sociale, elle est largement pour quelque chose. Et puis j'ajoute qu'il y a pour eux une découverte des métiers du social aussi. Ça peut déboucher à des projets professionnels, à des réorientations dans le cadre de leurs études. Voilà. Maintenant, je vais laisser la parole à Mélanie Dolly, qui est la chef de service de l'association Sagesse, donc, qui a accueilli 2 chantiers donc dans le cadre du Corps européen de la solidarité avec Concordia, des chantiers de 15 jours, 14 participants, et donc c'était en 2019 et en 2021, si je ne me trompe pas. C'est ça. Donc, bonjour à tous. Donc, voilà, effectivement, comme disait Laetitia, je suis chef de service en fait pour l'association Sagesse. Donc, c'est quand même un gros groupement, mais plus principalement sur une plateforme donc, qui s'appelle la plateforme accompagnement social et qui en fait dirige les établissements principalement pour adultes en situation de handicap. Donc, ça va effectivement de foyers d'hébergement, foyers de vie et services type SAVS, service d'accueil de jour. Voilà. Donc, effectivement, on a découvert Concordia via le journal local et puis une administratrice d'une association mère, en fait, sur une autre, du groupement Sagesse. Et du coup, en fait, on est parti en plein été, découvrir, en fait, la journée porte ouverte, puisque sur chaque chantier, la tradition, c'est qu'à la fin du chantier, il y ait une journée porte ouverte pour... un peu comme, j'ai envie de dire, comme la journée du patrimoine, en fait, c'est ouvert et puis les gens peuvent venir découvrir ce qui s'est fait. Et du coup, donc voilà, on est parti sur une ville voisine. Ça n'avait rien à voir avec du handicap. C'était plus, je crois, que sur de la réflexion un peu du patrimoine.
il me semble, hein, tu m'arrêtes Laetitia si c'est faux. Et puis du coup, on a été conquis en fait par justement cette ambiance avec justement des jeunes un peu, voilà, la langue, les barrières de la langue internationale, avec des cultures différentes, et puis autour d'un projet commun. Voilà, nous, nos résidents, ils ont été conquis, les professionnels aussi, et puis du coup, on s'est lancé un peu voilà, à prendre des informations et à essayer de se projeter sur l'année d'après. Et du coup, voilà, des liens se sont faits donc, entre ma direction et Laetitia pour organiser un chantier. Et donc, au bout du bout, on en est à 2. Voilà, on a la chance sur l'association de sagesse d'avoir des bâtiments neufs. Et du coup, notamment pour ce foyer, puisque les deux chantiers se sont faits dans le même foyer, il nous manquait en fait… donc, le premier chantier, c'est la scène en fait en bois, puisque nos résidents adorent en fait tout ce qui est effectivement chansons, musique. On fait souvent l'été voilà, des soirées musicales, des soirées à thème. Et du coup, il nous manquait vraiment une installation comme celle-ci, et qui plus est avec la rampe facile d'accès du coup. Et le deuxième chantier était plus sur un parcours sensoriel, puisque ce foyer-là accueille des personnes avec un profil autistique. Et puis après, on a des résidents de tout type d'âge, des plus jeunes à des moins jeunes, et puis avec des profils et des déficiences différentes. Voilà. Donc, du coup, le deuxième chantier, c'est vraiment orienté sur ce parcours sensoriel et sur donc, des jardinières adaptées. Voilà, donc une fois que alors je vais vraiment retracer un peu nous comment on l'a vécu, à la fois côté organisation, tout le montage de projet, mais aussi pendant les 15 jours où on a eu tous ces jeunes de l'Europe entière, en fait, avec effectivement toute cette barrière de la langue, comme elle disait Laetitia. Et du coup, nous, avec des résidents qui ne verbalisent pas forcément aussi, donc du coup, c'est ce qui a été vraiment riche dans cette rencontre-là. Donc voilà, nous, en fait, on a pendant 1 an travaillé avec les résidents et les professionnels sur effectivement qu'est-ce qu'on souhaitait en termes de chantier, les besoins qu'on avait, et du coup, comment on pouvait s'organiser pour accueillir du coup ces 13-15 jeunes, il me semble qu'il y avait à chaque fois. Donc, la chance, c'est juste à côté du foyer, on a un IME, un institut médico-éducatif, qui est fermé l'été. Donc, pour le coup, ça a été nickel pour effectivement accueillir et avoir l'espace de les accueillir. Sur la deuxième année, effectivement, les repas, voilà, ça a été compliqué de les partager, mais nos résidents étaient très contents le matin de leur offrir le café. La deuxième année, il a fait très, très chaud. Donc, voilà, on était au service des jeunes de Concordia, leur offrir les boissons. Voilà, les résidents, en fait, ont vraiment été impliqués dans cette aide-là en parallèle du chantier. Nos résidents ne peuvent pas être actifs dans les chantiers, mais par contre, du coup, il y a eu toute cette aide de logistique à côté où ils étaient super fiers de servir ces jeunes et d'être là pendant les temps de pause ou à regarder, en fait, à participer visuellement au chantier, à encourager. Donc voilà, il n'y a pas eu de participation active dans le faire, mais il y a eu plus le fait d'être là, d'être présent, d'encourager, de chanter, de servir, voilà, d'être à la disposition, mais ils étaient très ravis. Voilà, donc l'équipe côté professionnel, l'équipe a quand même bien organisé aussi tout ce qui est logistique, matériel, achat avec nos hommes d'entretien. Il me semble que c'est ça, hein, Laetitia. Il y a toute la partie aussi achat de notre côté. Voilà, je suis avec mes petits comptes rendus de réunion et effectivement, on avait bien mis l'impératif qu'on puisse tout trouver dans les magasins locaux. Donc voilà. Et puis ensuite, tout ce qui est effectivement l'accueil. L'accueil, la découverte de ces jeunes, le pot d'accueil qui permet effectivement de lancer en fait ce chantier. Et c'est vrai que c'est vraiment un moment magique, en fait, parce que du coup, comme disait Laetitia, il y a vraiment cette barrière de la langue, il y a la découverte du handicap, il y a la découverte, on est quand même sur un foyer de vie avec des personnes qui peuvent, qui sont très, très différentes, et en termes de posture, et en termes de corps, des fois, qui peuvent
être repoussant. Et quand on n'est pas habitué, ben, effectivement, c'est une appréhension qu'on avait d'avoir 15 jeunes qui arrivent et qui n'ont aucune connaissance du handicap. Et finalement, ben, en fait, toutes ces barrières-là, elles sont tombées parce que le point commun qu'il y avait avec nos résidents et ces jeunes-là, ben, c'est la musique. Donc, les 2 chantiers ont été autour de la musique, la découverte musicale de notre région, mais du coup aussi de leur culture à eux, la découverte culinaire. On a en fait, de manière naturelle, trouvé par des biais différents ben, de quoi communiquer. Et finalement, c'est plutôt en fait ce qu'on fait en France, hein, c'est manger un petit bout de quelque chose, partager une boisson de cultures différentes. Et puis du coup, voilà, vraiment, ça a été une expérience très enrichissante. Mes petits collègues m'ont fait des petits retours, effectivement. Voilà, ils me disaient le partage, la convivialité, le vivre ensemble. Il y a une professionnelle qui disait le sourire est universel. Et effectivement, je trouvais ça très beau parce que bah, du coup, oui, le sourire est universel. Il n'y a pas besoin de parler. Il n'y a pas besoin d'avoir la même langue. Et voilà, le sourire, et ben, effectivement, quand on le retranscrit, quand chacun le retranscrit, ça parle énormément. Et les 2 chantiers, donc finalement, les quasi un mois où on a eu ces jeunes-là sur ces 2 ans, voilà, il n'y a vraiment pas besoin d'échanger plus que ça. Tout se fait à travers le regard, à travers le sourire, à travers les danses. Voilà, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai oublié d'autre. Laetitia. Vous voulez parler peut-être un peu, pour finir, des points de vigilance, un peu des limites? Oui, exactement. Donc, effectivement, nous, la difficulté, à la limite, qu'on pourrait, enfin, qu'on n'a pas forcément ressenti, parce que je pense qu'au travers, le fait qu'on ait quasi quand même une année à chaque fois de réflexion, d'anticipation, on est quand même sur un foyer de vie. Et effectivement, faut être honnête, il y a des résidents qui étaient énormément partants dans cette aventure-là, qui d'ailleurs n'ont pas arrêté de coller les volontaires, du coup, ont été derrière sans arrêt à les encourager. On a aussi une partie de la population, du coup, qui est plus en retrait et qui n'accepte pas forcément ces 15 volontaires à intégrer leur structure, c'est leur lieu de vie. Et ça, c'est vrai qu'il a fallu quand même y être très vigilant, de respecter finalement l'envie ou pas de participer en tant que bah, je vis ici et c'est mon lieu d'habitation. Donc voilà, l'avantage, c'est que la structure du foyer permettait, là on voit par exemple sur la photo de tout à droite, là sur le parcours sensoriel, pardon. Voilà, on est sur un côté du foyer. Ça permet aux résidents de venir ou de ne pas venir s'ils ne le souhaitent pas. Mais effectivement, il a fallu quand même être très vigilant par rapport à cette inclusion et à cette intégration de ces jeunes-là, qu'elles ne soient pas non plus trop intrusives dans leur lieu d'habitation pour des profils qu'on accueille sur le foyer de vie. Voilà. Et puis, de notre côté, au niveau des points de vigilance, je fais très attention à l'équipe d'animateurs qui va encadrer ces chantiers, puisque là, souvent je renforce, il y a un animateur ou une animatrice technique et 2 autres animateurs sur la vie collective et les liens avec les résidents et le personnel du foyer. Et il me faut des personnes expérimentées qui aient déjà participé à l'organisation d'un chantier de bénévoles un peu plus classique. Et puis sur les 3, je vais chercher un qui a déjà été au contact avec ce public-là spécifiquement pour pouvoir favoriser ces liens. Et puis, il y a un besoin peut-être de travailler en amont avec les équipes éducatives. On pourrait renforcer ce pôle-là pour les prochaines années. C'est vraiment pouvoir, nous, Concordia et les équipes éducatives du foyer qui va recevoir le chantier, d'avoir des temps de travail en amont. Ça pourrait être intéressant à l'avenir. Voilà. On a terminé. Merci beaucoup Laetitia, merci beaucoup Mélanie. C'était une super présentation, vraiment. Donc, je ne sais pas si dans l'assistance, vous avez des questions à poser à Laetitia ou Mélanie. N'hésitez pas via le fil de discussion ou en levant la main ou en prenant la parole directement, n'hésitez pas. Pas de questions? Tout était très clair apparemment. Apparemment. Impeccable. Bon, eh bien, merci beaucoup à vous deux en tout cas.
Laetitia, je crois que tu es à disposition lors de la permanence téléphonique demain. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. On vous remettra le lien des contacts en fin de séance. Voilà, entre 10h et midi. Je serai d'ailleurs dans un foyer de vie avec un partenaire. Et n'hésitez pas à me contacter. Super, ben, merci à toi et merci Mélanie. Alors, passons donc à la 4e présentation et la dernière de cette matinée avec Sylvie Dagba, qui est chargée de développement des volontariats pour France Volontaire Bénin et qui est en direct du Togo, donc qui a pris 2 heures sur ses congés. Donc, un grand merci Sylvie pour ta présence et ta présentation. De rien, de rien. Ça fait plaisir. Voilà, je peux commencer? Oui, bien sûr, merci. Ok, donc je suis Sylvie et je suis à France Volontaire, la FVP d'abord et France Volontaire après depuis 32 ans. Et j'accompagne les acteurs du volontariat français dans la mise en œuvre de leur projet de volontariat. Les acteurs du volontariat, ce sont les structures d'envoi, les structures d'accueil, les candidats au volontariat et les volontaires en mission. Donc, dans ma présentation, je vais présenter France Volontaire et l'espace volontariat. Ensuite, l'accompagnement des acteurs. Et sur l'accompagnement des acteurs, et je vais plutôt prendre l'accompagnement d'une structure d'envoi et l'accompagnement d'un candidat au volontariat ou d'un volontaire et d'un volontaire. Je ne vais pas trop présenter l'accompagnement de la structure d'accueil parce que c'est pratiquement pareil à ce que nous faisons lorsque nous avons une demande d'une structure d'envoi. Voilà. Et je vais commencer par quelques rappels sur France Volontaire. Et je pourrais dire qu'en 1963, l'Association française des volontaires du progrès a été créée. Et cette association a évolué et est devenue France Volontaire le 1er octobre 2009. Ensuite, France Volontaire, je dirais que c'est la plateforme des engagements volontaires et solidaires à l'international. Et pour préciser, c'est une association qui envoie des volontaires dans d'autres pays, un peu dans le monde, et afin que ces volontaires participent à la coopération au développement. Et France Volontaire a créé le réseau des espaces volontariats en 2010 suite à plusieurs constats. Il y a un manque d'accompagnement des volontaires sur le terrain. Il y a un manque d'information des associations et organisations de la société civile susceptibles d'envoyer des volontaires ou d'en accueillir. Et c'est au total 24, bon, maintenant on est à 24, on était à 26 ou 27. À ce jour, il y a 24 espaces volontariats qui assurent les services d'information, de conseil, d'orientation, de mise en relation, de formation et de mise en réseau de tous ces acteurs dont je viens de parler. Et France Volontaire, c'est 32 représentations dans le monde, 26 à l'international, 4 en France et 2 dans les Outre-mer. Voilà, on peut passer à la slide qui suit, s'il vous plaît. Voilà, merci beaucoup. Donc, qu'est-ce qu'un espace volontariat? Je dirais que les espaces ont pratiquement la même configuration, font à peu près les mêmes choses, à quelques différences près, parce que les pays ne sont pas les mêmes. Donc, ce que vous voyez, c'est l'espace volontariat du Bénin. Donc, l'espace volontariat, c'est en fait en même temps un lieu physique et un lieu virtuel, parce que vous pouvez aller sur le site. Généralement, l'espace volontariat est au sein de la représentation de France Volontaire ou pas. L'espace volontariat est placé sous la responsabilité d'un représentant national. L'espace volontariat est dimensionné en fonction de l'importance des acteurs VS, c'est-à-dire des volontaires, des partenaires, surtout des acteurs VS dans le pays.
L'espace volontaire est ouvert à tous les acteurs du volontariat. L'espace volontariat offre un espace de travail, de réunion, de documentation et d'accès Internet. Et enfin, l'espace volontariat répond à toutes les demandes des acteurs du volontariat et en même temps propose des actions. Donc voilà un peu la présentation de l'espace ou des espaces volontariats. On peut passer à la slide d'après. Voilà. Et là, j'ai dit tout à l'heure que je vais plutôt parler de l'accompagnement de deux acteurs, c'est-à-dire les structures d'envoi et les candidats volontaires au volontariat ou les volontaires. Lorsqu'une structure d'envoi, par exemple, fait une demande d'accompagnement d'un projet à l'espace volontariat, quelles sont les démarches, qu'est-ce que nous faisons? Lorsque nous avons la demande, on rassure d'abord la structure d'envoi qui fait la demande. On la rassure, on l'informe des règles de séjour, le visa, les mesures de sécurité, les informations spécifiques au contexte sociopolitique. Aussi, on donne quelques éléments sur le plan financier, des éléments, par exemple, financiers liés au montage d'une mission de volontariat, comme le coût de la vie. Et quand il s'agit de chantiers de solidarité internationale, on peut aussi donner des éléments financiers sur les coûts liés à un chantier. Et tout à l'heure, j'étais très contente de tout ce que j'ai entendu parce que on ne se perd pas, on fait aussi de bonnes choses, hein, parce qu'on accueille aussi des chantiers. Et par an, on a une vingtaine, une trentaine de chantiers, on n'arrive pas à les visiter tous, mais quand même, on visite une dizaine, une quinzaine en raison des effectifs. Donc, lorsque nous avons la demande et nous rassurons la structure, on commence déjà par voir avec quelle structure, c'est-à-dire à identifier la structure qui peut accueillir ce projet. Et là, on regarde un peu dans notre base de données où on voit avec les partenaires, on voit avec les personnes avec lesquelles nous avons l'habitude de travailler ou qui peuvent être intéressées. Bon, on connaît, on a l'expérience et on connaît. On essaie d'identifier la structure d'accueil et on lui fait la proposition du projet. Lorsque la structure d'accueil est d'accord, on peut déjà voir comment mettre en relation les deux partenaires, c'est-à-dire structure d'envoi qui a son projet et structure d'accueil qui a structure d'accueil du projet. Et lors des échanges, bon, les échanges peuvent se faire en distanciel ou en présentiel. En distanciel, si le partenaire est en France et ne peut pas venir, ou lorsque le partenaire est déjà sur place et veut qu'on échange. Donc, vous voyez un peu les deux photos qui suivent. Là, c'est des partenaires que nous avons rencontrés et sur place. Maintenant, on échange avec le partenaire, on explique un peu comment le projet peut fonctionner avec la structure qui accueille. Et dans le même temps, puisque la structure qu'on a identifiée, lorsqu'elle donne son avis pour accueillir le projet, on voit déjà si cette structure a l'habitude d'accueillir des volontaires ou a la capacité d'accueillir des volontaires ou des projets de volontariat. Et là, on peut déjà commencer par aider la structure à l'accompagner dans des formations sur les bonnes pratiques d'accueil de volontaires. Et après, quand on voit que la structure est assez outillée, si le partenaire est en place, on fait la mise en relation directement. Et quand le partenaire d'envoi est à l'extérieur et en France, on essaye de mettre les deux structures en lien. Mais toutes les fois, on demande aux structures d'accueil et d'envoi de nous mettre en copie de tous les échanges pour qu'il n'y ait pas de dérapage. Donc, on suit. On met en relation, mais on suit. Voilà, donc là, c'est lorsque on aide à l'accompagnement d'une définition de projet. Donc, je ne l'avais pas dit. À chaque fois,
j'aurai 3 étapes. Hein. On va aider la structure à l'accompagnement dans la définition de son projet. Ensuite, on va accompagner dans la mise en œuvre du projet. La mise en œuvre du projet, c'est que les acteurs qui vont mettre en œuvre du projet, ils sont déjà sur place. Et quand les acteurs sont sur place, on va organiser une visite, un accueil physique au sein de l'espace volontariat, l'espace que vous avez vu tout à l'heure. On va organiser l'accueil. Et pendant cet accueil, qu'est-ce qu'on fait? Pendant cet accueil, on va d'abord présenter l'espace volontariat, les missions de l'espace volontariat, l'accompagnement possible et toutes les actions que nous menons sur le terrain. Et là, il y a les acteurs qui mettent le projet en œuvre et qui viennent de la France. Il y a les acteurs aussi qui accueillent le projet, donc ça va être des responsables avec 1 ou 2 personnes, membres de l'équipe. Et s'il y a aussi des structures qui ont déjà travaillé dans la thématique ou qui sont déjà intervenus sur des missions similaires, on les invite aussi. Et pendant cette présentation de l'espace volontariat, peut-être que ces structures aussi peuvent témoigner, dire voilà, nous, on a eu tel accompagnement ou tel accompagnement de l'espace volontariat. Et après, on va essayer de revoir la mission parce que souvent, il y a des fiches de mission qui sont faites et les acteurs n'ont pas forcément la même compréhension de ce qui est écrit sur la fiche de mission. Donc, on va faire une relecture de la fiche de mission. On va présenter les personnes qui sont impliquées et on va voir ensemble pendant cette discussion, on va conseiller la structure qui accueille de tout ce qui est aspect logistique, c'est-à-dire les problèmes de visa, les problèmes d'enregistrement au consulat ou sur le fil Ariane, la présentation aux autorités locales. Et puis, on peut clôturer cette séance par un repas. Donc, sur la photo un peu plus haut, là, on était allé déjeuner avec un groupe de professeurs de lycées agricoles en France qui veulent mettre en place des projets de volontariat de réciprocité. Parce que vous savez, maintenant, on est à fond dans la réciprocité. Bref, donc c'est juste une petite présentation. Donc, voilà, on accueille les acteurs du projet et on va organiser. On ne peut pas tout dire, on fait plein de trucs. Si on me donnait 1 heure, 2 heures de temps, j'allais tout présenter, mais je suis limitée dans le temps. Et là, on peut aussi, une fois que la mise en relation est faite et que les acteurs sont là, on les laisse travailler. Mais quelques jours ou en fonction de tout ce que nous avons, de toutes les personnes qui sont là, on peut organiser un stage d'accueil sur le Bénin. On invite tous ces acteurs. On va parler un peu, on va présenter le Bénin parce que lors de l'accueil physique, il y a des éléments qu'on ne peut pas aborder. Parce que l'accueil physique, c'est 2 heures, généralement de 9h à 11h30. Après, on présente les bureaux. Mais là, on va préparer un stage d'accueil au Bénin. Et pour ce stage, on va faire appel soit à des prestataires, soit nous-mêmes, on peut présenter une partie. Ce qu'on peut faire, on fait la présentation. On va inviter des sociologues, on va inviter des professeurs d'université, on va envoyer des partenaires qui maîtrisent des questions, des thématiques sur le Bénin, sur la géographie, sur les us et coutumes. On fait participer tous ces acteurs-là pour permettre qu'ils puissent vraiment intégrer. Maintenant, lorsqu'on fait cette première partie, il faut aussi aller sur le terrain. Ils sont là, les acteurs du Nord sont là, les acteurs qui vont mettre le projet en œuvre sont là. Ça peut être des volontaires, ça peut être des groupes, ça peut être, ça peut être des congés solidaires, ça dépend des personnes qui sont là. Maintenant, on programme toujours dans la mise en œuvre du projet, on peut programmer, c'est pas qu'on peut, on programme des visites terrain. Les visites terrain sont organisées pour des entretiens individuels. Quand on va sur le terrain, on va faire des entretiens individuels avec le groupe
avec les jeunes qui sont là, avec les personnes qui sont là. On va faire des entretiens individuels ou collectifs. Et lorsque nous faisons, par exemple, la visite d'un chantier, on a une grille de visite de chantier. Et c'est avec cette grille, à l'aide de cette grille que nous faisons les entretiens. Donc, c'est un questionnaire avec beaucoup de questions, beaucoup de questions. Donc, on n'atterrit pas sur le terrain pour poser des questions et dire, voilà, vous êtes là, pourquoi? On va 24 heures à l'avance. Et même déjà, quand le chantier est accueilli au bureau, il y a déjà des éléments qu'on a. Ou lorsqu'on reçoit un mail qui nous informe d'un tel ou tel chantier, on a déjà des éléments qui sont sur la grille qu'on note. Et quand on va sur le terrain, on essaie de passer la nuit pour déjà sonder, parce qu'après, c'est de voir comment les choses marchent, est-ce que ça se passe bien, la vie de groupe, les travaux, comment ils sont faits, est-ce que les deux partenaires, c'est-à-dire les jeunes du groupe du Nord et les jeunes du groupe du Sud sont hébergés dans les mêmes locaux, est-ce qu'il y a un travail qui se fait en collectif, est-ce qu'il y a une répartition des tâches. Donc, on essaie de, déjà, quand on passe la nuit, on voit déjà ces éléments. Et après, lors de l'entretien proprement dit, si on est deux, on va se répartir. On a toujours un volontaire en appui. Donc, le volontaire va prendre le groupe de Français, c'est-à-dire les jeunes participants de CSI, va les prendre pour la partie de la grille qui concerne les volontaires. Et puis moi, chargée d'appui, je vais prendre le groupe de Béninois. Des fois, moi, je peux prendre les jeunes Français et l'autre, les jeunes Béninois participants du chantier pour pouvoir avoir les informations qu'il faut. Et l'intérêt de ces entretiens aussi, c'est de voir ce qui va et ce qui ne va pas. La dernière fois, on a visité le chantier, un CSI que vous voyez là, avec Castelnau-le-Lez, une école, un lycée de Castelnau-le-Lez, et puis des jeunes d'un lycée aussi agricole du Bénin. Donc là, on a constaté lors de cette visite qu'il y a plein de jeunes, des jeunes du Bénin n'ont pas de notion de CSI. Donc les jeunes français vont dormir dans leur coin, les jeunes béninois vont dormir dans leur coin. Il y a rien, ils n'ont pas compris. Donc là, on a noté que les premières formations d'accompagnants de CSI vont intégrer ces jeunes. Et quand c'est des entretiens individuels, lorsqu'on fait des visites, on essaie de relever les défaillances, on voit ce qui ne marche pas et on programme soit accompagner le jeune, soit accompagner la personne qui est en train de vivre cette expérience. On peut l'accompagner par une formation, on peut l'éviter, on peut échanger ou on peut faire l'intermédiation avec le responsable de la structure. Voilà, donc voilà pourquoi on fait ces visites-là. Et en fonction de la durée du projet, de la durée de la mission, on planifie les entretiens. Un jeune qui vient, par exemple, pour 1 an, on va faire un entretien à l'accueil, on va faire un entretien d'insertion, on va voir si à 1 mois, on va faire un entretien. À 3 mois, on va faire un entretien. À 6 mois, on va faire un entretien. Et puis, à la fin, on fait un entretien de fin de mission. Par contre, si c'est une visite d'un projet de 2 semaines comme un CSI, on ne va pas faire plusieurs entretiens en même temps qu'on va. Et qu'on note qu'il y a des incohérences, on voit directement avec les responsables et puis on demande que ces difficultés soient corrigées. Et les personnes avec lesquelles on travaille, c'est plus les encadrants. On voit avec les encadrants. Après, s'il y a un souci avec un jeune qui se comporte pas très bien, on peut le prendre et puis travailler avec ce jeune. Donc, voilà un peu l'intérêt de cette visite que nous organisons. Après, toujours pour l'accompagnement, on organise aussi des formations. On peut passer à la slide d'après, s'il vous plaît. Voilà, merci beaucoup. Donc, on renforce aussi les compétences des acteurs. Le renforcement des compétences, c'est des formations et ateliers. Les formations et ateliers, nous, on programme dans notre plan d'action, on programme déjà des formations sur l'année. On sait déjà, ou même en voulant mettre notre plan d'action en place, on invite les acteurs et les structures partenaires et on prend en compte leurs besoins. Donc, parmi ces besoins, on peut avoir une formation sur comment accueillir un volontaire, une formation sur comment on organise un chantier, une formation sur la gestion de projet, ou carrément, c'est
lors de ces visites qu'on se rend compte qu'il y a un besoin. Et quand on se rend compte qu'il y a un besoin, on va organiser soit un atelier, soit une formation à l'endroit de ces acteurs du volontariat. Donc, tous ces renforcements de compétences passent soit par des ateliers, où on travaille des ateliers qui se font uniquement avec les volontaires. Les associations ne prennent pas parce qu'on se dit que c'est plus intéressant que ces ateliers ou ces formations se fassent uniquement avec des volontaires. Il y a aussi des formations, des ateliers qui vont se faire uniquement avec les structures d'accueil. Il y a des formations, des ateliers qui vont se faire et avec les structures d'accueil et avec les volontaires. Et voilà, et on accompagne. Et après, on organise aussi des activités de découverte. On permet aux volontaires de sortir, peut-être aller visiter un projet. Aller visiter un projet qui fait exactement la même chose que ce qu'ils font, ou carrément qui intervient dans une autre thématique qui n'est pas la thématique dans laquelle ces acteurs travaillent. Et puis, on a souvent une... Ah, on a perdu Sylvie, il me semble. Alors. Sylvie, est-ce que vous nous entendez? Non, je pense que la connexion a sauté. Je pense qu'elle arrivait également en fin de présentation. Hugo, si je sais que tu es présent avec nous, si jamais tu veux dire un mot, et puis quand Sylvie reviendra, on pourra la laisser finir. Voilà, elle est partie en effet. Bonjour à tous, moi c'est Hugo de France Volontaire au siège du coup. Écoute, je pense qu'elle a dit les choses principales concernant les espaces volontariat. Si vous avez des questions, je peux peut-être essayer d'y répondre du coup. Alors, il y a dans le chat, il y a Véronique qui demandait si ah, bah voilà, Sylvie. Elle est revenue, on va la laisser conclure. Ça marche. Il n'y a aucun souci, Sylvie, il n'y a aucun souci. Alors, remettez votre micro, Sylvie, par contre, s'il vous plaît. OK. Toutes mes excuses, je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc, il n'y a aucun souci. Voilà, donc il y a tout ça, il y a tout ce travail qui se fait, mais je vais rapidement dire aussi ce que nous faisons lorsque nous accompagnons un candidat au volontariat. On n'accompagne pas que les associations. Un candidat au volontariat peut nous contacter pour l'aider dans la définition de son projet de volontariat. Donc, on va l'aider à construire la mission. On va voir si sa demande est en adéquation. Il y a adéquation entre les objectifs personnels et professionnels. On va identifier une structure d'accueil ou d'envoi. On va identifier le statut qui convient le mieux à cette demande. On va mettre en relation et le volontaire et la structure d'accueil ou d'envoi. On va préparer la mise en œuvre de la mission. C'est tout ce qui est l'accompagnement dans tout ce qui est logistique, les relations avec les autres volontaires. Voilà un peu, je n'ai pas fini, j'ai plein de trucs à dire, mais je n'ai pas fini. Donc, voilà. Et je vais juste terminer pour dire que tous les acteurs sont accompagnés. Même si nous n'avons pas une demande des acteurs, nous avons le devoir d'accompagner tout volontaire, tout partenaire qui est en difficulté sur le sol béninois, on a le droit de l'accompagner. Donc, il y a un projet ou pas, dès que nous sommes informés de la présence d'un Français, d'un volontaire, d'un acteur du volontariat sur le terrain, nous l'accompagnons. Donc, voilà brièvement ce que je pourrais dire. Merci beaucoup, Sylvie. Merci beaucoup pour cette belle présentation et cette présentation internationale, puisque vous êtes en direct du Togo, donc merci beaucoup. Ça me rappelle mon accompagnement de France Volontaire et des espaces volontaires durant mon VSI également. Donc, que de bons souvenirs. Écoutez, il y a Véronique qui reprécise un petit peu la réciprocité, notamment la loi de 2021, qui ouvre la possibilité d'accueillir en France des volontaires VSI.
donc de nouvelles opportunités d'échange et de mise en œuvre du principe de réciprocité. Ouais. Et il faut savoir que la dimension accueil également est très importante dans les chantiers internationaux de bénévoles, hein, puisque dès le départ des chantiers, on se faisait vraiment, le cœur du projet consistait également à accueillir l'autre et accueillir tous les bénévoles et volontaires issus de tous les pays. Donc, l'accueil et l'envoi. Est-ce que vous avez des questions dans l'assistance à poser à Sylvie? Des expériences, peut-être? N'hésitez pas. Bon. Ah oui, pardon. Véronique demandait également dans le chat si vous pouviez nous partager la grille que vous avez pour les visites de chantier, Sylvie. Ouais, ok. Super, Ok, merci je vais beaucoup. partager. Ok. Merci beaucoup. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, voilà, vous avez eu des projets, des expériences présentées ce matin par 4 structures, par 4 associations différentes, membres de Cotravaux et la plateforme France Volontaire, dont Cotravaux est membre. Mais il faut savoir que vous avez aussi d'autres associations du réseau Cotravaux qui réalisent, qui organisent ces types de programmes également, ces types de projets ou d'autres. Et vous pourrez les retrouver également dans les fiches ressources qu'on vous mettra à disposition à l'issue de cet atelier. On vous enverra un mail avec toutes les ressources de cet atelier, avec le support de présentation, avec le replay, et ainsi que des fiches ressources qui recensent également les autres associations membres de Cotravaux qui réalisent des projets de ce type. Donc, pas de questions. Vous pouvez également poser des questions sur les autres interventions, hein, si vous souhaitez revenir sur une des présentations de ce matin, et si vous avez des questions, n'hésitez pas sur le fil de discussion ou bien directement à l'oral. Bon, je pense que c'est très riche, il faut aussi emmagasiner toutes ces présentations, donc je comprends aussi. Sachez voilà, que demain, on tient une permanence téléphonique, que ce soit Cotravaux pour des questions un peu plus globales et aussi toutes les personnes qui sont intervenues durant cette semaine auront un espace, un temps pour vous, pour toutes vos questions directement en ligne ou par mail. Donc, n'hésitez pas, on va vous remettre le lien. Mais juste avant de vous remettre le lien, et pour nous améliorer dans les futures éditions et prochains événements de ce type, on a un petit questionnaire à vous faire passer, que voici dans le fil de discussion. Donc, ça prend vraiment moins d'1 minute. Il y a 3 petites questions, donc n'hésitez surtout pas à y répondre. Comme ça, ça nous permet de nous améliorer, ça nous permet vraiment de pouvoir nous améliorer pour les prochains événements. Donc, un grand merci pour la réponse, pour vos réponses sur cet atelier. Et on peut passer aux dernières slides avec les contacts de Cotravaux. Voilà, vous les retrouverez dans le support de présentation qu'on va vous envoyer. Et vous retrouvez également toutes les informations donc, concernant la permanence téléphonique de demain et les différents contacts sur le site qui se trouve là, c'est bit.ly/semaine-cotravaux. On va vous le remettre sur le lien également, sur le fil de discussion, pardon. Voilà, et écoutez, merci à vous en tout cas pour votre participation tout au long de la semaine et votre participation aujourd'hui. Merci aux intervenants et intervenantes. Vraiment pour ce matin, c'était des présentations très complémentaires et très intéressantes. On se donne rendez-vous donc pour la permanence téléphonique demain pour celles et ceux qui le souhaitent. Et prochain rendez-vous aussi de Cotravaux, c'est une journée à destination du grand public pour les sensibiliser aux chantiers de bénévoles, pour les sensibiliser aux différents engagements volontaires qui peuvent exister.
et les opportunités qu'offrent les associations membres du réseau et la plateforme France Volontaire. Donc, rendez-vous le samedi 2 avril. Je suis désolé, il y a un petit... c'est le samedi 2 avril et pas le samedi 2 mars, mais le samedi 2 avril au Carrefour des associations parisiennes. C'est l'ancienne gare de Reuilly dans le 2e. Donc, si vous souhaitez, pour notamment les franciliens, les parisiens et les parisiennes, si vous souhaitez voilà, donner l'information aux jeunes que vous accueillez, au public que vous accueillez, n'hésitez surtout pas. Et si on n'a plus rien d'autre à ajouter, je vous remercie grandement et je vous souhaite une très très belle journée. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous et bonne journée à tous. Merci, bonsoir. Hop, hop, quitter la réunion.